Deuxième étape, je fais la paix avec les aliments. La paix avec les aliments ne se décrète pas, elle se gagne. Le mangeur moderne se caractérise par l'intime conviction qu'il est possible de consommer de grandes quantités de certains aliments sans grossir, alors que la moindre quantité de certains autres fait immanquablement prendre du poids. Pour lui, le plus petit carré de chocolat est plus dangereux qu'un tonneau d'haricots verts. Or, voici les conclusions d'une étude récente sur les expériences de suralimentation. Toute augmentation marquée et prolongée des apports énergétiques est toujours associée à un gain de poids et de masse grasse, quel que soit le contenu en glucides et en lipides du régime. Autrement dit, quoi que vous mangez en excès, des frites ou des brocolis, vous prendrez toujours du poids. Faisons donc un type test. Supposons que vous mangez un sandwich aux rillettes. Une fois terminé, vous êtes rassasié et vous décidez à ce moment de manger un yaourt à 0%. Dans ce menu, quel est l'aliment qui pourra vous faire grossir? Le sandwich aux rillettes ou le yaourt à 0%? C'est le yaourt à 0% qui vous fera grossir, car vous l'avez mangé alors que vous étiez déjà rassasié. Le rassasiement, en fait, est un signal qui vous informe que vos besoins sont couverts. Les aliments que vous consommez après ce signal apportent des calories supplémentaires dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Ne pouvant être utilisées, elles seront stockées et pourront vous faire grossir si elles ne sont pas régulées au repas suivant. Ainsi, si chaque jour, une fois rassasié, vous ajoutez un yaourt à votre repas, vous grossirez en mangeant des yaourts à 0% et en jurant vos aïeux que le sandwich aux rillettes est responsable de tous vos malheurs. Supposons maintenant que votre corps brûle chaque jour 2000 calories et que chaque jour, vous consommiez 50 calories supplémentaires de chocolat. Que deviendra votre poids? Votre poids, n'en doutez pas, augmentera lentement, mais très sûrement. Que se passera-t-il si, à la place de chocolat, nous ajoutions 50 calories d'haricots verts? Exactement la même chose. Vous grossirez du même poids. Supposons que ces 50 calories de chocolat, plutôt que d'être consommées en surnombre, soient incluses dans les 2000 calories que vous dépensez chaque jour. Cette fois, que deviendra votre poids? Il restera stable car les calories apportées par le chocolat seront brûlées. Ainsi, la même quantité de chocolat pourra, selon les circonstances, vous faire grossir ou non. Vous comprenez aussitôt l'importance qu'il y a à savoir dans quelles conditions le chocolat vous expose à prendre du poids. Tout simplement en sachant déterminer si vous avez assez mangé ou trop mangé. C'est-à-dire en sachant déceler votre seuil de satiété. C'est en fait le seul et unique moyen dont vous disposez. Il n'existe aucun autre moyen de le savoir et surtout, vous êtes bien la seule personne à pouvoir le dire. Toutefois, tant que vous classez les aliments, considérant que certains font grossir ou d'autres font maigrir, ce seuil de satiété restera confondu dans une zone de flou rendant très difficile sa détermination. C'est la raison pour laquelle nous nous consacrons avec tant d'assistance à faire disparaître ces idées fausses. Votre corps brûle toujours 2000 calories, mais supposons maintenant qu'au lieu de manger les 2000 calories qui vous sont nécessaires, vous vous contentiez de n'en manger que 1500 qui inclurait nos 50 calories de chocolat. Que deviendrait votre poids? Il diminuerait. Vous pourriez même consommer 500 ou 1000 calories de chocolat. Les résultats resteraient identiques. Au bout du compte, on voit que les mêmes 50 calories de chocolat pourront produire 3 effets différents selon l'état énergétique du mangeur. Elles peuvent aussi bien être associées à une augmentation, une stabilisation ou une diminution de son poids.
Si le même chocolat peut avoir des conséquences opposées, c'est qu'il n'est pas lui-même responsable du phénomène. La différence ne vient effectivement pas de ce que consomme le mangeur, mais simplement du fait qu'il a mangé avec ou sans faim. Conclusion, pour maigrir, vous pouvez manger ce que vous voulez, des frites, du chocolat ou du pâté, à condition que vous les consommiez en ayant faim. Ce qui suppose que vous sachiez reconnaître le moment où vous avez faim et le moment où vous êtes rassasié. Voilà donc les seules questions que vous avez besoin de vous poser pour maigrir. Ai-je faim? Est-ce bon? Ai-je du plaisir? Et j'ai assez mangé? La faim ne devrait plus vous causer grand problème. La satiété, elle, c'est une autre affaire. Nous allons donc en améliorer la perception. Commençons par un exercice de substitution. Il n'y a qu'une façon de faire la paix avec la nourriture. C'est de cesser de croire qu'il existe des aliments qui font grossir. Pour cela, aucun raisonnement, aussi séduisant soit-il, ne suffira à vous convaincre définitivement. L'idée qu'il existe des aliments qui font grossir est une croyance. L'idée qu'il n'en existe pas pourrait en être une autre. Il ne s'agit donc pas de remplacer une croyance par une autre, mais d'obtenir la preuve réfutable qui permettra de faire disparaître, même dans votre inconscient, l'idée qu'il peut y avoir des aliments interdits. Ceci est le but des exercices que nous allons réaliser maintenant. Les exercices de substitution consistent à remplacer la consommation d'un aliment autorisé par celle d'un aliment interdit. Dans celui-ci, vous remplacerez votre repas habituel, diététiquement correct, qui apporte en moyenne 750 calories par une quantité déterminée de chocolat, comprise entre 50 à 100 grammes, soit 250 à 500 calories. 1. Supprimez votre déjeuner habituel pendant 4 jours. 2. Remplacez-le systématiquement par une tablette de chocolat. 250 à 500 calories. 3. Dégustez votre chocolat tranquillement en essayant de vous arrêter quand vous êtes rassasié. En cas de faim dans l'après-midi, ça c'est 4, mangez une collation de votre choix. Ne la consommez qu'en cas de faim et essayez de vous arrêter quand la faim aura disparu. 5. Au dîner, mangez librement en pratiquant comme d'habitude vos exercices sur les sensations alimentaires. 6. N'oubliez pas de vous poser le premier et le 5e jour de l'exercice. Ceux qui n'aiment pas le chocolat pourront faire l'exercice avec une quantité équivalente en calories de bonbons, cacahuètes, fromage ou tout autre aliment de leur choix dont le contenu énergétique est bien établi. Nous supprimons donc un repas à 750 calories et nous ajoutons au maximum 500 calories de chocolat. Ceci s'appelle donc une soustraction. Et jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des soustractions qui pourront vous faire grossir. Dans 4 jours, l'exercice sera terminé et vous pourrez remanger vos aliments habituels que vous retrouverez sans aucun doute avec plaisir et qui vous sembleront d'autant meilleurs qu'ils ne seront plus des aliments obligatoires. En revanche, il est bien possible que vos ardeurs chocolatées se soient apaisées. L'objectif de cet exercice n'est évidemment pas de vous dégoûter de chocolat, mais que vous cessiez de penser qu'un carré de chocolat vous fera plus grossir qu'un saladier entier de ratatouille. Quels sont les objectifs de cet exercice? Ils sont 3. 1. Retrouver de la régulation. Le mangeur régulier peut dire qu'il a envie de manger un carré de chocolat et n'en manger qu'un seul. De la même façon, il saura tout aussi bien n'en manger qu'une demi-tablette si c'est ce qu'il souhaite consommer. Bref, la quantité de nourriture qu'il mange correspond généralement à celle qu'il avait initialement prévu de manger. Il possède inconsciemment une maîtrise de lui-même qui ne l'expose pas à dépasser inconsidérablement ses envies.
À l'opposé, le mangeur restreint décide de s'accorder un carré, mais ne sait jamais combien il en mangera. Peut-être n'en prendra-t-il qu'un seul, ou peut-être 2, 3, 10, 12. Son comportement est imprévisible. 2. Suivre ses sensations alimentaires. Le but de l'exercice n'est évidemment pas de se forcer à finir la tablette. Il s'agit, au contraire, de réussir à s'arrêter quand on se sent rassasié de chocolat. Vous devez vous laisser guider par vos sensations alimentaires et non plus manger en fonction des idées que vous avez sur la bonne manière de manger. 3. Modifier le schéma aliments interdits, aliments autorisés. Enfin, cerise sur le gâteau au chocolat, cet exercice pourra, dans les jours qui suivent, vous faire perdre du poids. Non pas du fait de cette petite soustraction calorique que vous avez opérée, mais en vous faisant échapper à la croyance aliments interdits, aliments autorisés, dont nous avons vu qu'elle vous poussait à manger plus que votre faim. Il vous rendra capable de manger moins. Et c'est bien sûr cela qui permettra votre perte de poids. Le premier jour de l'exercice, il est probable que vous mangez toute la tablette de chocolat. Puis, vous constaterez rapidement qu'il n'est pas si drôle de manger autant de chocolat durant 4 jours. D'autant que je vous recommande de le manger avec la même attention que si vous preniez un repas normal. Il se peut que, très rapidement, vous parveniez à vous satisfaire d'une simple demi-tablette. Il se peut également, ne vous étant nourri que de 250 calories, que vous ayez faim dans l'après-midi. C'est une possibilité, non une certitude. En cas de faim dans l'après-midi, vous devez appliquer la règle de l'exercice précédent. Quand j'ai faim, je mange. Que dois-je manger en cas de faim? C'est que vous voulez. Vous pourrez donc terminer votre chocolat ou vous orienter vers un autre aliment de votre choix si le chocolat vous a lassé. Vous devez vous assurer de ne manger qu'en cas de faim. Enfin, au terme de cette expérience, vous serez en mesure de contrôler votre poids. Vous pourrez ainsi constater de vos yeux qu'on ne grossit pas de cette façon, même en mangeant une tablette entière de chocolat pendant 4 jours. Peut-être même aurez-vous maigri, et cela sans souffrir aucunement de la faim. Il est indispensable que vous puissiez vérifier par vous-même qu'on ne grossit pas en mangeant du chocolat de cette façon. Vous devez le croire parce que vous l'aurez vu de vos yeux et non parce qu'un médecin quelconque vous l'aura affirmé. Faisons maintenant des exercices sur le goût. Beaucoup ont déjà constaté que leurs émotions les faisaient manger. Mais avez-vous constaté que, de leur côté, les aliments avaient la faculté de nous procurer des émotions? Quand nous les apprécions, ils nous contentent et nous procurent de la satisfaction, de la joie, de l'extase. Quand, à l'inverse, ils nous déplaisent, ils peuvent entraîner de la déception, de la frustration ou même de la colère ou du dégoût. Il s'agit bien là d'émotions, positives ou négatives, qui nous viennent de ce que nous pensons de nos aliments. Pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut d'abord qu'il soit bon à penser, disait Lévi-Strauss. Il est donc naturel de choisir de manger les aliments qui nous procurent des émotions positives. Ces dernières nous intéressent d'ailleurs au plus haut point car elles participent au rassasiement. L'individu qui apprécie sa nourriture se rassasie plus facilement, alors que les aliments qui produisent des émotions négatives ne nous rassasient pas vraiment. Les exercices qui suivent portent à la fois sur le goût, le rassasiement et les émotions. Ils vous permettront d'encore mieux percevoir votre rassasiement et de poursuivre votre œuvre de pacification alimentaire. Exercice 1. Déterminez la composition des plats que vous mangez, ingrédients, épices, herbes, sauces, cuissons,
etc. Dans ce premier exercice, il vous faudra vous comporter en gastronome averti. Chaque fois que vous mangerez un plat que vous n'avez pas vous-même préparé, goûtez-le les yeux fermés et essayez d'en déterminer la composition. Cherchez à reconnaître tous les ingrédients présents dans le plat, à identifier les épices, les herbes, les aromates qui le composent. Recherchez les modes de cuisson qui ont été utilisés. Vous pourrez même vous amuser à pratiquer ces tests en famille ou entre amis. Exercice 2. Recherchez les caractéristiques gustatives des aliments que vous appréciez. La vue, aspect, couleur, forme, etc. L'odorat, la saveur, salé, sucré, amer, acide, les sons, les craquements d'une biscotte ou d'une salade, la consistance, onctueux, râpeux, filandreux, la température, optimale, froid, chaud. L'ensemble de ces caractéristiques détermine le goût de l'aliment. Elles correspondent à tout ce qui permet de décrire l'aliment. La vue, l'odorat, les saveurs, les sons, la consistance, la température. Ces caractéristiques ne se modifient pas au cours de la consommation de l'aliment et ne doivent pas être confondues avec le plaisir gustatif qui, lui, au contraire, décroît en même temps que l'on se rassasie. Pour mieux comprendre cet exercice, prenons un amateur de chocolat noir. S'il aime réellement cet aliment, il se révélera difficile dans ses choix et se gardera bien de le choisir au hasard. Il le choisira d'abord en fonction de son aspect, sa couleur brune, son brillant, la taille et l'épaisseur de la tablette. Il préférera en carré plutôt en barre. Les carrés devront avoir une certaine taille, être totalement lisses ou avoir quelques dessins en relief. La vue déjà commencera à le faire saliver. Puis, il goûtera et sera alors attentif aux différentes saveurs sucrées et amères, à la consistance fondante ou onctueuse, à la température ambiante ou plus fraîche, etc. Chaque fois qu'il consommera du chocolat, plus ce qu'il mange se rapprochera de cette description, plus il en sera heureux. Plus il s'en éloignera, plus il sera déçu. En vérité, il compare chaque fois ce qu'il mange à la représentation qu'il se fait de cet aliment. Tous les mangeurs se comportent ainsi avec tous leurs aliments de leur répertoire. Ils les comparent consciemment ou inconsciemment à la représentation qu'ils s'en font. Le couscous de ma mère, la blanquette d'agneau de tante Charlotte, etc. Il leur arrive même d'en parler à table avec les autres convives. En quoi tout ceci nous intéresse-t-il? Eh bien, contrairement à ce que vous pensez peut-être, plus vous mangerez des aliments que vous aimez, plus il vous sera facile de vous rassasier, à condition d'écarter deux exceptions à cette règle. L'aliment ne doit pas être consommé au cours d'une compulsion, car dans ce cas, la régulation disparaît. Et il ne doit pas s'agir d'un aliment trop rare, car dans ce cas, vous risqueriez d'en faire des réserves en attendant la prochaine occasion d'en manger. En réalité, avec nos aliments habituels, ceux qui constituent notre alimentation de tous les jours, plus nous les apprécierons, plus nous serons capables de nous arrêter au moment où nous sentons que nous sommes rassasiés. Prenons un exemple. Imaginons que nous apportions 2 carrés d'un chocolat médiocre à notre amateur. Il les mange, puis nous lui apportons 2 carrés de son chocolat de rêve. Parions ensemble qu'il les mangera aussi. Imaginons l'inverse. Nous lui apportons d'emblée la merveille des merveilles des chocolats noirs qu'il mange, puis, aussitôt après les 2 carrés toujours aussi médiocres, il les laisse sans remords. Que s'est-il passé? Dans la première expérience, les 2 mauvais carrés ont nourri le mangeur, mais l'ont laissé dans l'attente de quelque chose.
qui se trouvait dans les 2 carrés suivants. Il a fallu 4 carrés, 2 fois plus de calories, pour que notre amateur se rassasie. Tout s'est passé comme si les 2 premières carrés avaient bien nourri son corps, mais les 2 seconds avaient nourri sa tête. Dans la seconde expérience, le bon chocolat a nourri d'emblée le corps et la tête de notre mangeur. Il a laissé le médiocre chocolat et a consommé 2 fois moins de calories. Voilà donc à quoi ressemble la satiété. Elle possède toujours une dimension physique et psychologique. Pour que le mangeur puisse s'arrêter de manger et se lever de table en disant « Je n'ai plus besoin de rien, je suis rassasié », il faut que sa faim et son envie aient été comblées toutes les deux. C'est ainsi que nous voyons des mangeurs restreints se lever de table, l'estomac saturé de légumes, blancs de poulet et yaourt à 0%, et dire « Je n'ai plus faim, mais j'ai encore envie de quelque chose ». Ils ont physiquement dépassé leurs besoins, mais psychologiquement ne sont pas nourris. Ces mangeurs ne sont pas rassasiés. Et bien qu'ayant déjà trop mangé, ils sont toujours dans l'attente de ce qui pourra totalement les combler. Ils peuvent encore manger. Pourquoi le mangeur s'empêche-t-il de consommer les aliments qui lui font plaisir? Tout simplement parce qu'ils lui sont présentés comme des aliments diaboliques qui le rendront obèse. À supposer qu'il se décide cependant à transgresser les interdits, ces aliments ne lui procureraient plus un plaisir intact, car il les consommerait en s'accablant de reproches, de culpabilité et autres émotions négatives. Les aliments interdits ne rassasient pas, car il n'est plus possible d'en penser du bien. Ils ne sont donc plus bons à penser. Tous les aliments sont associés à des émotions qui nous nourrissent et nous rassasient, ou au contraire, nous laissent sur notre faim. Nous ne sommes donc pas de simples machines thermodynamiques qui se nourrissent de calories, mais des machines pensantes et émotionnelles qui se nourrissent d'aliments qui ont du sens. Peut-être aviez-vous constaté que les émotions négatives vous faisaient manger. Vous cherchiez dans les aliments un apaisement que vous ne trouviez pas, car la restriction cognitive vous avait privé de leur pouvoir réconfortant. Ils n'étaient plus en mesure de produire des émotions positives, capables de neutraliser les émotions négatives dont vous cherchez à vous libérer. S'il est vrai que certaines émotions font manger, il est tout aussi vrai que d'autres nourrissent. C'est parce qu'elles ne vous nourrissaient plus qu'elles vous faisaient manger. Vos aliments ne vous rassasiaient plus. Voyons quelques exemples de pensées et d'émotions négatives produites par la consommation d'aliments interdits. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû en acheter. Je m'étais pourtant juré de ne pas recommencer. Culpabilité. J'étais tellement heureuse quand j'étais mince. Je ne pourrais jamais retrouver ce bonheur. Tristesse. Je mange des aliments grossissants. Je ne m'en sortirai jamais. Je suis en train de foutre ma vie en l'air. Désespoir, je continue à manger. Je me sens vraiment nulle. Je ne vaux rien. Je n'ai aucune volonté. Honte. C'est vraiment trop injuste. Tout le monde y arrive sauf moi. Colère. Je ne connaîtrai le bonheur d'être mince et jolie. Déception. La suite dans la prochaine vidéo. À très bientôt.